Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Jérôme Bondu, expert IE et fondateur du cabinet Interliguéré. Dans cet épisode, on s'intéresse au petit bestiaire de la gestion des informations. Le livre en question est en vente sur inter-liguéré.fr et peut être expédié partout dans le monde. Et vous verrez comment, en observant les animaux, on en apprend beaucoup plus sur le comportement des organisations et des entreprises. Dit comme ça, c'est intriguant, n'est-ce pas ? Écoutez, vous comprendrez mieux. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Jérôme, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ? Super, et toi ? Ça va très bien. Ton dernier livre, Petit bestiaire de la gestion des informations, propose 30 fiches pour revisiter les fonctions, communication, marketing, lobbying, veille, pour s'inspirer de ce que les animaux font de mieux. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce livre ? Écoute, la thématique de l'intelligence économique a été analysée sous beaucoup d'angles depuis une vingtaine d'années. L'angle d'outils, l'angle organisationnel, l'angle facteur humain. On a aussi bien sûr découpé le sujet dans les trois parties classiques, la veille, l'influence et la sécurité informationnelle. Bon, il y a eu énormément de choses et j'aime bien le monde animal. Je trouve que c'est une source d'inspiration profonde. Et je me suis amusé pendant la période de Covid, donc mi-2020, quand il y a une baisse d'activité, quand même pour beaucoup de monde. Je me suis amusé à faire ce travail de réflexion, de parallèle entre le monde des animaux et le monde des organisations, et notamment le monde de l'intelligence économique. Et j'ai trouvé toute une série de parallèles intéressants. Alors, il y a les parallèles évidents, comme par exemple l'araignée qui tisse sa toile et qui attend que les insectes tombent dedans. Un petit peu comme on peut paramétrer un outil de veille et attendre que les informations tombent dedans. Et puis après, il y a un autre parallèle qui m'a semblé sympathique avec la baleine qui avale des gigantesques quantités d'eau et qui les filtre et pour ne retenir que les poissons. Et de la même manière, on peut voir certains outils comme des outils qui avalent des grandes quantités d'informations, qui rejettent ce qui n'est pas intéressant et qui, par le biais de filtres, qui vont être des filtres par mots-clés, peuvent retenir les informations qui vont être utiles pour les entreprises. Donc tu vois, l'idée, c'est de sortir quelque part des parallèles classiques et de revisiter le monde de l'intelligence économique avec un angle nouveau. Le premier à avoir formulé l'idée du biomimétisme, il paraît que c'est Léonard de Vinci, il y a plus de 500 ans. Est-ce que c'est vraiment lui à avoir formulé l'idée en premier, ou les hommes finalement se sont toujours inspirés de la nature pour innover ? Alors, c'est évident que c'est la deuxième solution. J'ai lu un livre récemment sur la naissance de l'écriture, et notamment la naissance de l'écriture en Chine. Et de la même manière, je pense qu'on peut aussi parler de la naissance de l'écriture en Égypte. En fait, les premiers écrits, c'est une observation de la nature et une reproduction des formes qu'on voit dans la nature. Donc, c'est très, très, très parlant et très évident pour l'écriture hiéroglyphique, où en fait, tu as par exemple, le canard qui se prononce ça ou c'est et qui veut dire fils. Alors, fils ou fille. Alors, pourquoi ça veut dire fils ou fille et pourquoi on fait un canard? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, c'est cette représentation animale qui signifie la filiation. Donc, tu vois, là, alors on n'est pas tout à fait dans le biomimétisme, mais on est dans l'observation de la nature pour en retirer des choses qui vont servir à la civilisation. Donc, ça remonte à la nuit des temps. Je pense que si même on retourne au néolithique, on va trouver. Alors, on n'aura pas les traces évidemment, mais il est évident que on a une osmose très très forte avec la nature. Et d'ailleurs, les peintures de la grotte de Lascaux en est un beau témoignage parmi d'autres. Même si, évidemment, Léonard de Vinci, on ne peut pas lui retirer son génie. Et il a certainement évoqué des choses que je ne connais pas, pour être tout à fait transparent. Mais il a très certainement évoqué des choses en matière de biomimétisme. Mais de dire que c'est, voilà, de la dire que c'est le premier, il y a un pas, à mon avis, qu'il ne faut pas franchir. Les 30 fiches sont super intéressantes. On ne peut malheureusement pas parler des 30 dans ce podcast. Je me suis autorisée à en choisir quelques-unes. Et la première est celle consacrée au flamant rose. Alors,
Tout d'abord, il doit son plumage aux crevettes roses qu'il aime tant chercher sous l'eau et on peut s'inspirer de sa méthode pour les recherches sur le web. Peux-tu expliquer aux internautes? L'idée du flamant rose, c'est que c'est un oiseau qui va rechercher sa nourriture dans la vase. Et la vase, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas très ragoûtant, c'est pas quelque chose qui nous fait envie, hein. Et ça m'a donné l'idée de faire un parallèle avec le monde du web dans lequel parfois on peut trouver des choses qui sont un peu nauséabondes et pas très sympathiques. Et pourtant, il faut pouvoir ramifier tout ce qu'il y a sur le web pour trouver des pépites, pour trouver des choses qui vont orienter nos décisions. Et notamment, alors tu sais, ma clientèle est une clientèle d'entreprise, hein, donc je m'adresse notamment aux entreprises, aux organisations au sens large. Donc, comment trouver dans la vase des informations numériques inintéressantes, comment trouver des pépites et comment trouver de quoi nourrir sa réflexion stratégique. Voilà, et ça, c'est l'origine de l'idée de parler du flamant rose, mais en réalité, on aurait pu parler de plein d'animaux différents, hein. Tout animal est dans un écosystème et va trouver sa nourriture d'une certaine manière. Voilà. Alors le flamand, en fait, il va plonger la tête dans la vase, il va avoir des filtres au niveau du bec qui vont faire qu'il va pouvoir euh, manger des petits crustacés, des petits éléments. Bon, et puis c'est un animal qui est un des seuls sur sa niche écologique. Euh, et il a relativement peu de prédateurs, hein, tu vois. C'est aussi un élément qui est intéressant. Euh, voilà quelques mots sur le flamant rose. Et alors, t'en as d'autres qui t'ont intéressé? On passe désormais, si tu permets, aux abeilles. Tu fais un parallèle original entre la danse des abeilles et les médias sociaux. Et tu fais remonter ce parallélisme à l'Antiquité avec l'agora des Grecs. J'ai trouvé ça amusant. Parlons médias sociaux. Comment concrètement s'inspirer des abeilles sur les médias sociaux? Alors, il y a certains parallèles qui sont un petit peu tirés par les cheveux et d'autres qui sont plus évidents. En tout cas, ce que je voulais aussi, c'est parler des animaux que j'aimais bien. Et en effet, les abeilles, ce sont des animaux absolument euh, impressionnants. Alors, quelques mots sur la danse des abeilles. On sait depuis tout temps, on s'est demandé comment les abeilles pouvaient trouver des fleurs et communiquer auprès de leurs congénères. Donc elles ne parlent pas, évidemment, hein, sinon on les entendrait parler. En fait, dans l'obscurité de la ruche, parce qu'il fait sombre, hein, dans une ruche, une abeille qui a découvert un champ de fleurs intéressant revient à la ruche, elle monte sur une paroi et elle entame ce qu'on a appelé la danse des abeilles, qui n'est pas vraiment une danse, hein, peu importe. C'est un éthologue. Alors l'éthologie, c'est quoi? C'est la science du comportement des animaux dans leur milieu naturel. Et c'est un éthologue qui s'appelle Karl von Frisch qui a le premier étudié cela. Alors que fait-elle? Elle monte sur la paroi de la ruche et elle fait toute une série elle fait un parcours, hein, en forme de 8, très exactement. Donc elle monte en haut à gauche, elle redescend en bas à droite, et ainsi de suite. Elle tourne comme ça, hein. Et selon les battements de ses ailes et selon sa vitesse de déplacement, ça indique aux autres abeilles comment trouver le champ en question. Donc rien que ça, c'est magnifique et on se rend compte que les modes de communication sont divers dans le monde animal. Alors pourquoi le parallèle avec les médias sociaux? Parce que en fait, l'abeille partage. Il n'est pas question de jouer perso dans la ruche. Les abeilles qui découvrent un champ de fleurs s'empressent de le dire à leur sœur, hein, ou leur demi-sœur dans la ruche. Et il y a cette forme de partage, d'intelligence collective qui est, à mon avis, un beau parallèle avec les médias sociaux. Alors les médias sociaux, attention, hein, peuvent charrier aussi des informations non pertinentes, beaucoup de nombrilisme, voire des attaques et des infox, hein, ce qu'on appelle beaucoup fake news. Bien évidemment, il y a tout ça, mais on peut aussi voir les choses du côté positif, avec cet espace qui est un magnifique ensemble de personnes qui peuvent partager des informations entre elles et donc s'enrichir les uns les autres, exactement comme les butineuses dans la ruche des abeilles. C'est un peu aussi comme les fourmis, elles sont très solidaires entre elles, elles ont tendance à s'approvisionner en groupe. Exactement. Alors, ce sont des insectes sociaux, hein. Il y a toute une série d'insectes sociaux. Il y a des termites aussi, hein, qui sont assez connus. Et en Afrique, on a tous vu des images des grosses termitières. Les fourmis vont utiliser, pour indiquer les endroits intéressants, une autre technique. En fait, sur leur passage, elles vont déposer
des éléments chimiques, olfactifs, des phéromones. Et plus un chemin est fort en phéromones, plus ça veut dire que les fourmis l'ont emprunté. Et donc, plus ça veut dire qu'au bout, il y a un truc intéressant. Et c'est comme ça que les fourmis vont pouvoir indiquer à leurs sœurs et leurs demi-sœurs les endroits où trouver de la bonne nourriture. Parle-moi de la théorie de la bulle de filtre en rapport à la ruche des abeilles. La théorie de la bulle de filtre, c'est une théorie qui a été évoquée pour la première fois par un Américain qui s'appelle Eli Pariser. Et en fait, il discute avec un ami, je crois qu'il était au téléphone, si je me rappelle bien la petite histoire. Il était au téléphone et tous les deux ont fait la même requête sur Google. Et c'était pendant les événements d'Égypte. Et il s'est rendu compte qu'il avait des résultats très très différents des résultats de son ami qu'il avait au bout du fil. Et il a creusé cet aspect-là, comme quoi finalement le web nous renvoie des informations qui sont relatives à ce que nous sommes nous. Tu vois, notre personnalité, ce qui nous intéresse, nos parcours antérieurs. Et il a développé cette idée que nous sommes tous en réalité enfermés dans une bulle informationnelle, une bulle de filtre. Alors c'est particulièrement vrai sur Facebook, où on peut imaginer qu'on fasse partie d'un groupe. Alors ça peut être un groupe professionnel, par exemple. On s'intéresse, on est toute une série de personnes à s'intéresser à un même sujet. Prenons la veille ou l'intelligence économique. Et il y a un consensus qui se forme sur un sujet. Et puis les personnes qui sont pas en phase avec ce consensus en sortent progressivement. Tu vois, elles sortent du groupe. Et on va finir par se retrouver entre personnes qui partageons une même vision. Et il va y avoir, explique Eli Pariser, il va y avoir une tendance à la polarisation des débats. Alors, ça veut dire quoi, polarisation des débats? Ça veut dire que comme on est tous d'accord, on va aller vers les extrêmes. Tu vois, on est tous d'accord pour dire, pour avancer une vision sur un sujet. Tiens, prenons l'Ukraine par exemple. Imaginons qu'on soit tous d'accord pour dire que l'attaque de Poutine n'est pas légitime. Et bien quelque part, comme on est tous d'accord, on va se monter le bourrichon, on va aller vers les extrêmes, et puis on va finir par des positions qui peuvent être outrancières. C'est ça qu'explique Eli Pariser, et c'est ça qu'on appelle la bulle de filtre. Alors il faut voir que toute notre navigation sur le web est tracée. Maintenant, on le sait très bien, même s'il y a des personnes qui le disent depuis longtemps et qui n'ont pas été écoutées au départ. Toute notre navigation sur le web est tracée, et quelque part, ça pose question sur une forme d'indépendance, sur une forme de liberté que nous pourrions avoir au travers du monde du web et du monde de l'Internet. Donc, tu vois, la question de la bulle de filtre est une question très, très intéressante. Je rajoute quand même que sa théorie a été un petit peu décriée, mais de toute façon, il n'y a pas de théorie qui fasse entièrement consensus. D'autres tests ont montré que c'était pas aussi fort. Néanmoins, le phénomène existe quand même. On peut discuter sur sa force, mais le phénomène existe quand même. On sait très bien, on a tous fait l'expérience de toute façon que les informations que nous ramène Google en fonction de nos recherches sont liées à nos souhaits précédents, nos recherches précédentes et notre navigation précédente. Donc, tu vois, pour finir, et c'est quelque chose que je rappelle régulièrement quand je fais des conférences et des formations et quand je fais aussi mes missions de conseil en organisation, Internet est une innovation magnifique, fabuleuse, absolument extraordinaire, mais comme toutes les révolutions, il faut savoir maîtriser les outils. Il faut savoir utiliser Internet à bon escient. Et c'est pas si simple, en réalité. Je crois me souvenir dans une vidéo avec Idriss Aberkan où vous avez parlé tous les deux d'une jeune fille qui recevait des mails d'un laboratoire pharmaceutique en rapport à la grossesse. Et en fait, même elle-même n'était pas au courant qu'elle était enceinte et son père est tombé sur ses mails. Ouais, alors c'est pas tout à fait ça, mais figure-toi que j'ai raconté cette histoire récemment, justement dans le cadre d'une formation, et quelqu'un m'a dit que c'était faux. C'est un truc qui a été construit, c'est une fake news. Alors, j'ai pas été vérifié pour être tout à fait transparent si vraiment c'est de l'infox ou pas. Mais donc je mets un petit point d'interrogation sur cette histoire. Est-elle vraie ou fausse? Je ne sais pas. Mais néanmoins, voilà, l'histoire raconte que une fille assez jeune, était cliente d'une entreprise qui s'appelle Target aux États-Unis. Et elle avait une carte et donc l'entreprise pouvait suivre ses achats. D'accord. Et l'entreprise a envoyé à son domicile une lettre pour proposer des couches, si j'ai bonne mémoire. Et le hasard fait que c'est son père qui a reçu cette offre
commercial. Et donc, il s'insurge et il s'emporte. Il dit, mais comment ce magasin peut offrir alors des couches pour enfants, hein. Comment ce magasin peut offrir ou proposer une promotion à la fille qui est si jeune, on imagine qu'elle peut avoir 15, 16 ou 17 ans, tu vois. Comment, voilà, par quel hasard propose-t-il des couches pour enfants, pour bébés? Donc il va voir le responsable du magasin et lui dit, écoutez, c'est quand même assez étrange votre truc. Et le responsable du magasin dit, bah, écoutez, on a un système euh, qui fonctionne par le biais des achats antérieurs, et en fonction des achats, on peut plus ou moins prédire quels vont être les prochains achats. Et votre fille a le comportement de quelqu'un qui est enceinte et qui va avoir des enfants. Et l'histoire raconte que effectivement, elle était enceinte et elle-même ne le savait pas et son père ne le savait pas, a fortiori bien évidemment. D'accord? Son père, ses parents, sa famille. Voilà. Alors, qu'est-ce que révèle cette histoire? Elle révèle que notre comportement sur Internet, notre comportement d'achat, notre comportement dans la vie, s'il est lu, s'il est collecté, s'il est analysé par des structures qui peuvent faire des corrélations, on peut, dans ce cas-là, prédire notre futur. Et ça peut être extrêmement intéressant dans le cadre, par exemple, j'ai un comportement qui fait dire que peut-être que j'ai une maladie, et donc on va enclencher en avance de phase une action curative. Donc ça, c'est très positif, bien évidemment. Il y a plein de trucs qui sont positifs, tu vois. Et à côté, il y a plein d'éléments qui peuvent être négatifs. Si ces informations tombent dans des mains qui, pour des raisons X et Y, ne sont pas éthiques, eh bien, dans ce cas-là, on peut s'en servir pour me manipuler. Et encore une fois, Internet et le monde du numérique et l'intelligence artificielle, tout ce qui fait partie de cette révolution que nous sommes en train de vivre, comporte un côté positif et négatif. Il faut savoir profiter du positif et il faut savoir se protéger du négatif. Et c'est tout le sens de mon investissement dans le monde de l'intelligence économique, encore une fois, hein, que ce soit dans mes livres, avec le petit bestiaire de la gestion des informations, ou avec mes formations, mes études et mon conseil en organisation, j'ai toujours à cœur de présenter les deux facettes et de renforcer les capacités d'utilisation du positif et de protection face au négatif. On va justement revenir à ton livre pour parler du loup cette fois-ci. Il faut avouer que l'homme est fasciné par ce prédateur depuis toujours. Les Indiens d'Amérique, déjà avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, avaient un rapport particulier avec le loup. Alors, pour le loup, on peut s'en inspirer pour le partage d'informations. Dis-moi en plus. Alors, déjà, il paraît que le loup n'a jamais attaqué un être humain. D'accord? J'ai lu ça récemment. Donc, on a quelque part une peur du loup qui est pas tout à fait fondée. Alors, en fait, tous les animaux, enfin, beaucoup d'animaux sociaux, et tous les animaux sociaux, je me reprends un petit peu, partagent les informations. Sinon, la société n'a pas de sens. Et chez le loup, comme chez les fourmis ou chez les abeilles, tu vas avoir des éléments particuliers de partage d'informations. En l'occurrence, eh ben, c'est ce qu'on appelle le hurlement du loup. On appelle ça aussi le chant du loup, hein, ou le cri du loup. Donc, il va y avoir un partage d'informations par le biais de ces chants. Et on a tous regardé des films de cow-boys et on a tous entendu cette scène ou ces scènes où tu as des loups qui communiquent entre eux et qui voilà. Alors après, on va retrouver le loup dans toute une série de contes de fées, d'histoires pour enfants. C'est un animal emblématique qui est voilà, est fascinant. Parlons des fleurs, si tu le permets. Les fleurs séduisent et on peut s'en inspirer pour la com. Alors, comment ça se passe avec les fleurs? Oh bah les fleurs, tu sais que c'est une grande énigme, hein, de Darwin. Les fleurs vivent en symbiose avec les animaux, enfin les insectes pollinisateurs. Parce que s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs, bah simplement il n'y a plus de fleurs. Et d'ailleurs, tu sais que les spécialistes de l'environnement disent qu'il y a une chute très très forte des insectes pollinisateurs et notamment des abeilles, et que c'est une catastrophe pour eux, bien évidemment, et pour nous par ricochet. Parce que pas d'insectes pollinisateurs, pas de fleurs fécondées, donc pas de fruits, pas de légumes, et donc pas de nourriture. Donc le problème est très très concret. Alors, cet aspect symbiotique est hyper intéressant parce que ça rappelle qu'on est tous connectés les uns aux autres par différents éléments. Et encore une fois,
au niveau des médias sociaux et des capacités de communication, je trouve que là, on a un message fabuleux. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et il est important de pouvoir mettre en place des éléments adaptés en fonction des organisations pour un bon passage d'informations. C'est très très compliqué en réalité dans une organisation, dans une entreprise, de bien passer les informations. Et souvent, je m'amuse à faire un petit test, tu vois, dans mes formations. Et je demande devant le public quelle est la différence entre une donnée, une information, un renseignement et un savoir. Et toi, si je te posais la question là, en direct, si je retournais un peu la table, qu'est-ce que tu me dirais? Quelle est la différence entre données, information, renseignement et savoir? Alors, je vais pas t'embêter trop longtemps parce que c'est pas du tout facile hein, comme question, mais on pourrait dire que, en fait, une donnée, c'est un élément simple, c'est pas utile. Une information, c'est un ensemble de données qui commence à prendre du sens. Que du renseignement ou un renseignement, c'est quelque chose qui concentre plusieurs informations et permet d'agir. Et le savoir, c'est quelque chose qu'on a acquis depuis longtemps et qu'on a quelque part digéré. C'est une manière de voir les choses, c'est très vrai, hein, on peut voir les choses comme ça, mais il y a une autre manière de voir les choses. Regarde, imagine que nous soyons tous les deux commerciaux dans une entreprise. D'accord? On est commerciaux et notre chef, la directrice ou le directeur commercial vient et nous dit la société Z14 a multiplié par 2 son chiffre d'affaires. Il nous dit ça en passant dans le couloir et puis il s'en va. Nous deux, on ne connaît pas Z14. Qu'est-ce qu'il vient de nous donner là? Une donnée? Non, une donnée. On ne sait pas quoi en faire. Tu vois? On ne sait pas quoi en faire. Donc c'est plutôt un truc qui nous encombre à la limite. Deuxième élément, on imagine qu'on connaisse Z14 et on sache que c'est un concurrent. Il passe dans le couloir, donc on va dire que c'est une deuxième scène. Hein. On passe dans le couloir et il nous dit « Ah, vous savez pas quoi, la société Z14 a multiplié par 2 son chiffre d'affaires. » Et il s'en va, comme dans la première scène. La grande différence, c'est que nous, on savait déjà que c'était un concurrent. Donc, quelque part, ce qu'il va nous donner nous intéresse. Et ce qu'il nous a dit là n'est plus une donnée, c'est une information. Troisième scène, troisième cas de figure. Hein, tu vois bien que je multiplie les exemples. Nous sommes donc ces deux commerciaux. On sait que Z14 est un concurrent et on sait qu'ils viennent d'installer un bureau de représentation tout près de notre entreprise. Ça, on le sait avant de croiser notre directeur ou notre directrice qui nous dit la même chose, la même phrase. Hein. Ah, vous savez pas quoi, Z14 a multiplié par 2 son chiffre d'affaires et il s'en va. Et là, qu'est-ce qu'il nous a donné? Un renseignement. Pourquoi? Parce qu'on va agir. Et comme on est commerciaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redoubler d'efforts, voire même, c'est ce qu'on va faire, on va envoyer un CV à Z14. Parce que s'il a multiplié par 2 son chiffre d'affaires, il recrute très certainement. Le problème dans ce que je viens d'évoquer, c'est que 3 fois, notre directeur ou directrice nous a dit la même phrase. Ce qui a changé, c'est notre connaissance initiale de Z14. Et c'est là où je voulais en venir, et je vais te rendre le micro dans quelques instants. Le problème, c'est que dans les entreprises, quand on partage des choses, on partage des données, si jamais l'interlocuteur n'a pas les bonnes connaissances initiales. On partage des informations, si notre interlocuteur a des bonnes connaissances, et on partage des renseignements, si notre interlocuteur sait comment les utiliser. Et donc, le partage d'informations, c'est super complexe parce que ça dépend de ce que l'on donne, de l'émetteur, mais aussi du récepteur. Très intéressant. Tu vois? Et ça, c'est toute la complexité du monde de la gestion des informations dans les organisations et plus spécifiquement du monde de la veille et de l'intelligence économique. Et quand on met en place une dynamique de veille, on essaye de faire en sorte que la personne qui est chargée de la diffusion des informations, qui peut être information, marketing, commercial, communication, technologique, normative, juridique, géopolitique, tout ce qu'on veut. Là, je t'ai cité une petite dizaine d'axes de veille. Et ben, on fait en sorte que la personne qui est en charge de la veille fasse attention à l'information qu'il donne à ses collaborateurs, la forme, la fréquence, mais aussi le niveau de connaissance de ses collaborateurs, de ses interlocuteurs. Parce que s'il ne fait pas attention au niveau de connaissance des personnes qui reçoivent ces informations, eh bien, il ne sait pas s'il envoie une donnée, une information ou un renseignement. Et donc, il est dans le vague, il est dans le flou. Et donc, il fait mal son boulot. Et donc, on est sur un domaine qui est passionnant parce que, en fait, c'est hyper sensible.
Tu vois, c'est très très délicat et il faut être un véritable chef d'orchestre pour pouvoir mettre ça en place. Alors maintenant, Jérôme, j'aimerais parler du roi de la com de crise, le pluvier. Ouais, alors ça c'est, alors dans le monde animal, on a des comportements extraordinaires. Alors le pluvier, c'est un oiseau qui, pour protéger ses petits ou pour protéger les œufs qu'il peut y avoir dans le nid, va essayer d'attirer le prédateur. Alors comment il va attirer le prédateur? Eh ben en fait, le pluvier va aller sur le sol et il va faire semblant d'avoir une aile cassée. Donc on peut imaginer la scène, hein. Vous avez un prédateur qui peut être par exemple un chat sauvage. Vous savez que les chats grimpent aux arbres, hein, donc le nid est en danger. Alors voyant le chat sauvage, le pluvier va au sol, il feint, il fait semblant d'avoir l'aile cassée et il va attirer le chat loin de son nid. Et quand le chat est attiré suffisamment loin, le pluvier s'envole et retourne protéger son nid. Incroyable. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que le pluvier donne de sa personne, le pluvier se met en danger, hein, bien évidemment, pour protéger sa progéniture. Et de la même manière, quand on fait de la com du crise, eh bien, il faut envisager toutes les possibilités, toutes les solutions pour sortir de ce mauvais pas. Et c'est ce parallèle que j'ai voulu faire entre cet oiseau, le comportement de cet oiseau, et la com de crise. Un dernier mot pour dire que en matière de communication de crise, ou plutôt en matière de défense, il y a une autre technique qui vise à aller plus loin et à mimer complètement la mort. Et il y a notamment un serpent qui fait ça. Donc quand il voit arriver un prédateur et qu'il sait qu'il ne peut pas fuir, il se met sur le dos, il laisse pendre sa langue et il sécrète une odeur putride, hein, une odeur vraiment nauséabonde, qui serait à peu près l'odeur qu'il pourrait avoir s'il avait été mort depuis plusieurs jours et s'il était en décomposition. Et tu vois, cette technique s'appelle la thanatose, hein, c'est une racine grecque, hein, thanatose, et qui signifie mimer la mort. Et en l'occurrence, là, c'est mimer la mort pour faire en sorte que le prédateur ne s'intéresse pas à soi. Bon, et de la même manière, les entreprises vont pouvoir envisager toute une série de possibilités pour se sortir de situations difficiles. Tantôt faire appel à un partenaire, tantôt faire semblant qu'on est beaucoup moins intéressant que prévu pour éviter que le prédateur ne s'intéresse à soi, etc., etc. Alors, pour la question bonus, il y a une question bonus et là, je te donne le choix. Tu préfères parler de l'éléphant avec la communication chiffrée, du caméléon, du zèbre ou du paradisier? Ils sont tous super intéressants. Je vais peut-être vous parler du caméléon parce que ça me permet d'aborder le réseau relationnel. Alors, quand on parle de veille, d'intelligence économique, souvent on a un tropisme outil, hein. Il faut des outils pour pouvoir mettre en place sa veille. C'est tout à fait vrai. Mais par contre, ça serait une erreur de ne pas prendre en compte l'organisation, d'une part, et le facteur humain, d'autre part. Et dans l'organisation et dans le facteur humain, on va forcément parler du réseau relationnel, de la capacité à collecter, veiller des informations grâce à son réseau humain. Alors, quel rapport avec le caméléon? Ben, c'est un parallèle qui m'a semblé intéressant. Le caméléon, on le sait, change de couleur pour pouvoir se fondre avec son environnement et pouvoir approcher ses cibles le mieux possible. Et bien, quelque part, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que quand on veut se fondre dans un milieu professionnel, hein, ou dans un domaine, dans un club, une association, pour pouvoir prendre du contact, eh bien parfois il faut changer un petit peu de couleur, un petit peu comme le caméléon. En tout cas, il faut s'adapter à la culture de la structure qui nous intéresse. Je vais vous donner des exemples très précis. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été amené à fréquenter des cercles de chefs d'entreprise. J'ai été rotarien. J'ai bien sûr appartenu à des clubs professionnels. Puis j'ai fait des conférences, par exemple au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, ou alors à l'ANDRH, l'Association des directeurs des ressources humaines. J'ai fait aussi des interventions chez des commerciaux, voilà, etc. Et donc quelque part, pour toucher son public, eh ben, il faut adapter le langage
qu'ils attendent. Et on n'a pas le même langage du tout quand on est dans une structure plutôt écolo, au MEDEF, à l'NDRH, CJD ou d'autres, vous voyez. Et voilà. Et donc l'idée du caméléon, c'est l'idée que pour développer du réseau, il faut savoir se fondre dans un milieu et prendre quelque part la couleur intellectuelle de ses interlocuteurs. Et puis un mot quand même, mais je ne vais pas abuser, mais c'est vrai que l'éléphant est très intéressant parce qu'on connaît tous le parissement de l'éléphant. En fait, il sait émettre des infrasons, c'est-à-dire des sons qu'on n'entend pas. Voilà. Et là, on est dans le domaine de la communication chiffrée, qui est extrêmement importante pour tout ce qui concerne la sécurité informationnelle. Il y a 30 fiches, 30 parallèles, 30 trucs super intéressants et comment dire, peut-être que le mot important serait le mot rafraîchissant. Vous voyez, parce que j'ai voulu écrire ce livre et j'ai voulu que le lecteur ait une forme d'aération intellectuelle. Toucher des idées nouvelles, se rapprocher de la nature et envisager le monde des informations sous un jour novateur. Ce qui est incroyable avec tes livres, Jérôme, je dis ça même par rapport au premier et celui-là, c'est des outils pratiques carrément qu'on garde toujours à proximité. Donc ça, c'est génial, je trouve. Eh ben, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci Jérôme, à bientôt. Je rappelle que ton livre est en vente sur ton site www.inter-ligueret.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mon œil. Ciao, ciao. Bang bang. Double Bang Company.